Merci à tous d'être avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Alors, il n'est jamais trop tôt pour apprendre les bons réflexes en matière de sécurité. C'est pour ça que nous allons poursuivre notre émission spéciale prévention routière. On va s'attarder sur le comportement et les habitudes des jeunes conducteurs. Les accidents de la route étant quand même la première cause de mortalité chez les 15-29 ans. Alors, si vous avez envie de réagir, 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. Nous sommes toujours avec nos invités. Pierre Caligé, médecin SAMU2A, Denis Delplanque, coordonnateur académique sécurité routière et le capitaine de gendarmerie Philippe Perrotte. Donc si vous voulez réagir, Mathéo et Francine veillent. Allez, la suite de l'émission, c'est parti. On poursuit donc, mais avec un public beaucoup plus ciblé. On va parler des jeunes. Alors, pour que la prévention routière soit efficace, est-ce qu'il vaut mieux faire peur ou est-ce qu'il vaut mieux faire peut-être sanctionner ? Il faut agir sur tous les leviers. Tout dépend de l'âge du public. L'éducation à la sécurité routière démarre dès l'école maternelle. Et se poursuit jamais trop tôt. Et se poursuit à l'école élémentaire, et puis les enfants passent une attestation de première éducation à la route qui comprend 3 parties. L'enfant passager, parce qu'au départ il est passager, l'intérêt du port de la ceinture de sécurité, l'enfant piéton, et puis l'enfant rouleur. Et là, on aborde déjà le port du casque, qui est obligatoire pour les moins de 12 ans depuis peu. Ensuite, et là, c'est de la sensibilisation. On ne va pas leur faire peur, évidemment. Après, nous arrivons au collège où, là, il y a 2 attestations scolaires de sécurité routière que doivent passer les élèves obligatoirement, fin de 5e avant l'âge de 14 ans, qui permet ensuite, par l'auto-école, de pouvoir passer ce qu'on appelle un BSR, brevet de sécurité routière. C'est 7 heures de formation, et qui, après une évaluation positive, permet de délivrer un permis AM qui leur permet de conduire un scooter. Là, c'est la première sensibilisation au niveau du collège. Donc là, on est ensuite, dans la prévention. C'est de la prévention, c'est de la sensibilisation. Ensuite, nous avons en 3e, 2e attestation scolaire de sécurité routière, que l'on dit de niveau 2, qui là est obligatoire pour l'obtention du permis de conduire. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui ont séché les cours ? Eh bien, il y a une session de rattrapage, et puis ceux qui ne sont pas venus les 2 fois attendent une année supplémentaire, sauf cas exceptionnel de maladie, où là, on essaie l'institution, et c'est toujours de faire en sorte que les jeunes ne soient pas pénalisés. Donc mieux vaut la prévention avant la répression. Et voilà, et là, c'est vraiment de la sensibilisation. Il y a un peu de connaissances, mais aussi déjà beaucoup de sensibilisation à la prudence. Ensuite, nous arrivons au lycée. Au lycée, ils sont déjà vieux, là. Là, on commence comme on commence déjà à pouvoir apprendre à conduire dès l'âge de 15 ans en auto-école. Déjà, nous avons affaire bien souvent à des apprentis conducteurs ou de futurs conducteurs, où là, nous avons un module obligatoire de sensibilisation, où là, on peut utiliser, comme je disais en début, vraiment tous les leviers. À l'aide de vidéos, telles que celles que nous avons vues en première partie d'émission, qui étaient poignantes. Je vous en réserve une autre. qui était poignante, mais qui, pour des lycéens, permet ensuite d'engager un débat. Et c'est là aussi, il y a tous les leviers, et y compris la responsabilisation. Et dernier point, peut-être je suis un peu trop long, mais dernier point, j'ai remarqué aussi qu'on peut demander à ces lycéens de devenir acteurs de leur sécurité. Dans quel sens ? C'est-à-dire que certains lycéens ont mené eux-mêmes des actions de sécurité routière auprès d'un public plus jeune qu'eux. Par exemple, sensibilisation au transport scolaire chez les enfants de l'école élémentaire. Bien se comporter dans un car, mettre sa ceinture de sécurité, c'était des lycéens qui les sensibilisaient. Les plus petits. Voilà. Donc ça, c'est une idée qui fait chemin, mais qui, au niveau des jeunes aussi, leur permet de voir la sécurité routière sous un autre angle. D'accord, de les responsabiliser. Alors, il y a les accidents mortels, les accidents graves qui changent des vies. Je vous propose de regarder un petit témoignage et on verra si c'est représentatif du comportement des jeunes ensuite. At stoplights, I've always been really good about it. The passenger has a pretty important role driving now, where they're like, oh, red light, red light. If someone that you like texts you, you can't just let it sit there without just knowing what they said. Because what if something exciting's happening or something happened? Like every time I do it, I think about it, I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd want to introduce you to a friend of ours. My name's JC. Hi, Alexis. Hi, Dash. Justin, nice to meet you. Nice to meet you.
I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted. He turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with a partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. Donc on voit que cette jeune fille n'est ni triste ni en colère. Elle essaye simplement de dire à des jeunes à peu près du même âge qu'elle qu'il lui est arrivé un drame et qu'elle aimerait que ça ne leur arrive jamais. Alors est-ce que ce témoignage où les jeunes gens expliquent qu'ils sont au téléphone, ils envoient des photos, des SMS, est-ce que c'est vraiment représentatif de leur comportement aujourd'hui ? Je pense que c'est représentatif, oui. On voit quand même, il suffit de circuler en ville ou même hors agglomération pour voir quand même un certain nombre de téléphones portables dans les mains, mais c'est pas réservé aux jeunes. C'est pas réservé aux jeunes. Les jeunes ont les mêmes comportements que les plus âgés, je dirais. Oui. Donc c'est un phénomène ils reproduisent. Je pense que c'est un phénomène plus de société aussi. On en parlait même dans des conditions professionnelles. Oui. Donc c'est quelque chose qui est très important, sensibiliser évidemment les jeunes, mais je pense qu'on doit aussi faire peut-être de la prévention au-delà des jeunes aussi. Mais aussi, le problème des jeunes, c'est que c'est aussi des conducteurs qui sont inexpérimentés. D'où l'importance de cette vigilance accrue et d'essayer vraiment de leur faire comprendre que le SMS peut attendre, le coup de fil peut attendre, il n'y a pas d'urgence. Voilà. D'accord. Alors Francine, vous avez recueilli le témoignage de jeunes automobilistes, je vais y arriver. Tout à fait, de jeunes permis. Je me suis amusée à leur poser des questions et puis ils ont des réactions un petit peu différentes. Alors, je leur ai posé la question, faites-vous régulièrement des excès de vitesse ? Alors Jules, elle me répondra oui, mais très peu. Tandis que Pedro, lui, régulièrement non, mais de temps en temps. Lorsque je suis en retard ou lorsque je double, je dépasse la limitation de vitesse et je freine lorsque j'ai doublé et qu'il y a de la distance entre moi et la voiture que je viens de doubler pour redescendre à la limitation de vitesse. Donc, raisonner, quoi. Ouais. Ensuite, nos routes vous font-elles peur ? Alors, Julia me répond oui. Un peu oui, certaines, elles sont trop étroites et fracassées. C'est du Jones. Tandis que Pedro, lui, me dira... Nos routes ne me font pas peur. Certaines personnes qui prennent nos routes me font peur avec leur manière de conduire. Oui. Donc il y a quand même un certain recul alors qu'ils ont commencé. Et je me suis posé cette question aussi. Y a-t-il une différence entre les cours de conduite les cours de conduite et votre vie de jeune conducteur ? Est-ce qu'il y a une différence ? Alors Julie, elle me répondra. La différence, c'est qu'on a toujours quelqu'un à côté, donc on est un peu plus rassuré. Tandis que quand on est dans notre vie, voilà, on est responsable, donc il faut être confiant. Donc il faut apprendre à avoir confiance. Est-ce que ça s'apprend lors de leçons de conduite ? Je ne sais pas. C'est l'objectif. C'est l'objectif, oui. La conduite accompagnée. Voilà, je vais dire la conduite accompagnée qui est quand même... Donc Pedro répondra, lui, il y a une différence. Lors des cours de conduite, on conduit pour faire nos preuves, pour avoir le permis. On est accompagné par un moniteur qui nous corrige lorsqu'on fait des erreurs. Une fois qu'on a le permis, il faut qu'on anticipe ou que l'on se corrige seul. C'est plus compliqué. Donc, il faut tout mémoriser et c'est ce qui est compliqué. Voilà. Donc, pour lui, on a encore un petit peu de temps. Juste, allez, une dernière ? Une dernière, allez. Alors, l'alcool au volant. Ah ben justement, allez-y. Elle répondra, Julia, jamais. Tandis que Pedro, je ne réponds, donc je ne bois jamais lorsque je sors, je conduis au volant. Quand je conduis, je suis responsable, je suis Sam, quoi. Ah donc, il y a assez quand même... Ils sont... C'est bien, je suis tombée sur des jeunes sages. C'est bien, c'est très très bien. Alors moi, j'aimerais justement qu'on parle du comportement des jeunes au volant. Est-ce qu'ils sont plus dangereux que les autres ? Alors, on a vu le téléphone, on a parlé de la vitesse. Vous parlez ici de l'alcool et voire des stupéfiants. Est-ce que ça, c'est propre aux jeunes conducteurs, ce cocktail détonnant ? Non, je dirais pas que c'est propre. Oui. Mauvais conducteurs. Voilà, c'est pas forcément. Les jeunes ne sont pas forcément de mauvais conducteurs. Oui, jusqu'à 40 ans, effectivement, on voit les mélanges des deux. Après, il faut savoir que les deux mélangés, ils augmentent le risque de 15 d'avoir un accident.
Multiplie par 15 le risque d'avoir l'alcool et les stupéfiants. Et les stupéfiants. Ça diminue la perception sensorielle, les mouvements sont moins bien coordonnés. Il y a aussi une euphorie qui entraîne un suraccident. D'accord. Donc, on va éviter. Merci à ceux qui nous écoutent. Mathéo, je ne vais pas vous demander si vous faites des infractions quand vous conduisez, mais je voudrais juste savoir si on a des réactions. Alors, j'ai relevé 3 réactions assez différentes, mais très intéressantes. Donc, la première qui nous dit, moi, ce qui me fait peur, c'est les gens qui roulent très doucement. Très souvent, les gens derrière, très impatients, prennent d'énormes risques pour les doubler. Et très souvent, c'est à l'approche de virages. Et vous arrivez en face. Et là, c'est le drame. Ça, c'est une première réaction. Alors, on en a une deuxième sur les pistes cyclables. On aimerait de vraies pistes cyclables pour les vélos à Ajaccio parce que les voitures ne nous aiment pas. Et c'est très dangereux pour nous. Et enfin, une troisième sur les animaux en divagation. Il ne faut pas oublier le danger des animaux en divagation. Et c'est vrai que c'est un problème assez important en Corse. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Mathéo, de nous avoir lu ces réactions. L'émission, elle est bientôt terminée. Je pense qu'on aurait pu en parler encore des heures. Pourtant, on va poursuivre avec un extrait du documentaire qui s'appelle L'eau goût di morte, qui a été réalisé par Julien Ménet et qui sera diffusé ce soir à 20h35 sur Via Stello. On regarde. Moi, je suis un miraculé, mais un putain de miraculé, parce que le mec qui était en face avait une BMW série 3 flambante neuve. La première chose que j'ai demandé, c'est ce que je vais remarcher. Est-ce que le type en face a quelque chose? On me dit, il a rien. Je suis assez sidéré, vu la violence du choc. Et je me rends compte que là où je suis un vrai miraculé, c'est que sur une route comme ça, à une heure comme ça, j'avais une chance sur 50 de tomber sur une voiture de cette facture-là. J'avais peut-être 2 chances sur 10 de tomber sur un truc plus gros, genre un 4x4 ou un camion, auquel cas je suis mort. Et j'avais surtout 1 chance, 2 chances ou 5 chances sur 10 de tomber sur la Twingo de base avec une femme qui ramène ses 2 enfants de la plage sans ceinture, ils sont en train de se chamailler derrière. Qu'est-ce qui se passe là? Comment je vis après, voilà. Ça s'appelle donc L'eau goût di morte. C'est réalisé par Julien Ménet. Ce documentaire sera suivi d'une émission, d'un débat spécial qui sera animé par Stéphane Ouchiat. Invité Julien Ménet, le réalisateur, Aurélie Guézou, qui est psychologue, le colonel de gendarmerie Rémi Vanier et Françoise Lipigne, la présidente de l'association Adrien Lipigne, un jeune homme de 15 ans qui est décédé sur la route en 2009. L'objectif du débat, c'est comprendre les causes des accidents et surtout comment essayer de les réduire. Alors vous avez bien compris, Plus qu'une scène, c'est toute l'antenne, toute la chaîne de Via Stello qui, j'allais dire, parlera de sécurité routière. Merci infiniment, messieurs, d'être venus sur le plateau, d'avoir dressé un état des lieux assez général et d'avoir essayé de proposer des solutions. Merci à mon équipe de m'avoir accompagné tout au long de la semaine. Lundi, on va parler d'autres choses. On va vous parler emploi, on va vous parler évolution de carrière grâce au bilan personnalisé avec Jean-Marie Marcaggi de Pôle emploi. Et puis, on va parler cinéma avec la nouvelle édition du Corsica Doc intitulée Si, Sex and Doc. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Soyez vigilants, soyez prudents sur la route. Passez un excellent week-end. À lundi. Ciao.